Un geste de gentillesse coûte son travail à un humble mécanicien. Son patron le licencie devant tout le monde, l'humiliant sans pitié. Mais cette dame âgée qui l'a aidé cache un secret qui va tout changer. Le soleil de mars illuminait les rues de Lyon, tandis qu'Alain Dubois arrivait au garage de l'Étoile, comme il le faisait chaque matin depuis 12 ans. Il avait 49 ans, les mains marquées par le travail et un sourire bienveillant qu'il n'avait jamais perdu malgré tout. Son bleu de travail, avec son nom brodé sur la poitrine, était propre, repassé avec soin la veille au soir. Alain y tenait. Même s'il n'était qu'un simple mécanicien, comme disaient certains, il avait toujours cru que le travail fait avec dignité méritait le respect et il respectait chaque automobile qui entrait dans ce garage comme si c'était la sienne. L'odeur d'huile et de métal l'accueillit dès qu'il franchit la porte. C'était un parfum qu'il connaissait bien, celui du travail honnête. Il salua ses collègues d'un signe de tête. Marc, le jeune apprenti, préparait déjà les outils. Stéphane, le plus ancien du groupe, buvait son café près du comptoir. « Bonjour à tous », dit Alain d'une voix calme. « Bonjour Alain », répondit Stéphane. « Aujourd'hui, on a 3 voitures à livrer. Cette Twingo blanche a toujours ce problème de moteur qu'on n'arrive pas à résoudre. » Alain hocha la tête. Il aimait les défis. Il n'était pas le mécanicien le plus rapide, mais il était certainement le plus attentif. Chaque boulon, chaque pièce, chaque détail recevait sa pleine attention. C'est pour cela que les clients demandaient souvent spécifiquement à le voir. Il s'approcha de la Twingo blanche et ouvrit le capot. Le moteur était là, devant lui, comme un puzzle à résoudre. Alain ne se pressait jamais. Il prit ses outils et commença à travailler avec des mouvements précis, presque délicats. Ses mains parlaient un langage que seules les machines comprenaient. Pendant qu'il travaillait, ses pensées s'envolaient vers la maison. Sa femme Julie, son fils de 8 ans qui avait besoin de nouvelles chaussures pour l'école. Le loyer du petit appartement qui avait encore augmenté ce mois-ci. Ils n'étaient pas riches, mais Alain ne se plaignait jamais. Il avait un travail, il avait la santé, il avait une famille qu'il aimait. Que pouvait-il demander de plus? Alain, tu as un moment, appela Marc de l'autre côté de l'atelier. J'arrive tout de suite, répondit-il en s'essuyant les mains sur un chiffon. Le jeune homme avait une expression confuse devant un moteur diesel. Alain s'approcha et, avec patience, lui expliqua le problème, lui montrant où regarder, comment écouter les bruits du moteur, comment sentir les vibrations. Enseigner au jeune était quelque chose qui lui procurait de la joie. Peut être qu'un jour son fils voudrait lui aussi apprendre ce métier. Les heures passaient tranquillement au son du bruit des outils, du sifflement de l'air comprimé, des voix des collègues qui plaisantaient pendant la pause déjeuner. C'était un jour normal, semblable à tant d'autres. Alain ne pouvait pas savoir que cette normalité était sur le point de prendre fin. Vers 6 heures, alors qu'il finissait de régler les freins d'une vieille Peugeot 205, il regarda à l'extérieur par la grande porte du garage. Le ciel se couvrait de nuages gris. On aurait dit qu'un orage approchait. Il n'imaginait pas à quel point cette tempête serait violente. Alain referma le capot de la Peugeot avec satisfaction. Un autre travail bien fait, un autre client qui rentrerait chez lui en sécurité. Pour lui, c'était là le sens de son travail. Aider les gens, résoudre des problèmes, rendre la vie de quelqu'un un peu plus facile. Il retira ses gants de travail et les posa sur l'établi. Il regarda l'horloge au mur. Encore 2 heures avant de rentrer à la maison. 2 heures qui allaient changer sa vie pour toujours, mais pour l'instant, Alain Dubois n'était qu'un humble mécanicien dans un petit garage de Lyon qui faisait son travail avec honneur, ignorant l'épreuve que le destin lui préparait. La pluie se mit à tomber, exactement comme Alain l'avait prévu. De lourdes gouttes qui frappaient le toit en tôle du garage, créant ce son rythmé qu'il connaissait si bien. C'était presque l'heure de la fermeture quand il entendit un bruit étrange venant de la rue, un moteur qui toussait, une automobile en difficulté. Alain leva les yeux et vit une vieille Citroën AX de couleur beige qui avançait lentement, laissant derrière elle une traînée de fumée blanche. La voiture avançait par à-coups, comme si elle était sur le point de renoncer d'un moment à l'autre. Et juste devant le garage, le moteur émit un dernier hoquet et s'éteignit complètement. Au volant se trouvait une dame âgée. Même de loin, Alain pouvait voir son expression inquiète à travers le pare-brise mouillé par la pluie. Sans réfléchir, il prit un vieux parapluie qu'il gardait dans l'atelier et sortit sous l'averse. La pluie tombait fort maintenant, mouillant tout en quelques secondes. Il s'approcha de la voiture et frappa doucement à la vitre. La dame le regarda avec des yeux fatigués mais gentils.
Elle n'abaissa la vitre que de quelques centimètres, encore méfiante, comme le sont souvent les personnes âgées lorsqu'elles sont en difficulté. « Bonsoir, madame », dit Alain d'une voix calme et rassurante. « Vous avez besoin d'aide ?» La femme hésita un instant, puis hocha la tête. La voiture s'est arrêtée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'allais voir quelqu'un de très important et maintenant, sa voix tremblait légèrement. C'était pas seulement à cause du froid. Alain reconnut ce ton. C'était de l'inquiétude mêlée de peur. La peur d'être seul, de ne pas y arriver, d'avoir déçu quelqu'un. « Ne vous inquiétez pas », dit Alain en souriant. « Voyons ce que nous pouvons faire, mais d'abord entrez. Vous allez prendre froid ici dehors. » Il ouvrit la portière et lui offrit le parapluie. La dame sortit de la voiture avec des mouvements lents et prudents. Elle devait avoir au moins 80 ans. Elle portait un élégant manteau rouge et un foulard en soie, mais elle était complètement trempée par la pluie. Elle serrait son sac à main contre sa poitrine comme s'il contenait quelque chose de précieux. « Je m'appelle Alain », dit-il en la raccompagnant vers le garage. « Madeleine », répondit-elle d'un filet de voix. « Merci, jeune homme, vous êtes très aimable. » Une fois à l'intérieur, Alain lui offrit une chaise près du petit radiateur électrique qu'il gardait pour les jours froids. Stéphane, qui fermait son casier, regarda la scène avec curiosité mais ne dit rien. « Attendez ici au chaud, » dit Alain. « Je vais jeter un œil à votre voiture. » Madeleine hocha la tête, toujours tremblante. « Je ne suis pas très pressée, mais je dois y arriver. » C'est important, très important, il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui frappa Alain. Ce n'était pas un simple rendez-vous, mais il ne posa pas de questions. Il prit sa lampe de poche et ressortit sous la pluie. Il ouvrit le capot de la Citroën et comprit immédiatement que le problème était sérieux. Le moteur était vieux, très vieux, il fuyait de l'huile à plusieurs endroits et le système de refroidissement semblait complètement compromis. C'était pas quelque chose qui pouvait être réparé en quelques minutes. Il rentra, faisant goûter de l'eau sur le sol en ciment. Madeleine le regarda avec des yeux pleins d'espoir. « Alors ?» demanda-t-elle d'une voix fine. Alain s'essuya les mains et s'assit à côté d'elle. Il devait lui dire la vérité, mais il voulait le faire avec délicatesse. « Madame Madeleine, le moteur a un problème important. Pour bien le réparer, j'aurais besoin de commander des pièces. Il faudrait au moins 2 ou 3 jours. » Et le coup, il vit son visage changer. L'espoir se transforma en angoisse. « 2 ou 3 jours, » murmura-t-elle. « Mais je dois y aller aujourd'hui. C'est une affaire de famille très importante. Ça ne peut pas attendre. » Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux fatigués. Madeleine ouvrit son sac à main avec des mains tremblantes. « J'ai un peu d'argent ici, pas beaucoup, mais tout ce que je peux. » Alain vit des billets froissés, des pièces de monnaie, une photo de famille. Et à ce moment-là, il prit une décision qui allait tout changer. Alain regarda cette dame âgée, assise en face de lui, ses yeux fatigués, ses mains tremblantes alors qu'elle essayait de compter l'argent dans son sac. Madeleine n'était pas seulement inquiète, elle était désespérée. « Madame, » dit Alain d'une voix douce, « remettez votre argent dans votre sac. » Madeleine le regarda, confuse. « Mais le paiement, attendez un instant, » l'interrompit Alain. « Il y a peut être une autre solution. » Il se leva et se dirigea vers son casier personnel, au fond de l'atelier. Stéphane, sur le point de partir, le regarda avec curiosité. « Tout va bien, Alain ?» demanda son collègue. « Oui, oui. Rentre chez toi, je ferme, » répondit Alain. Quand Stéphane fut parti, Alain ouvrit son casier. À l'intérieur se trouvaient ses outils personnels, ceux qu'il avait achetés avec son propre argent au fil des ans. Et dans une boîte en haut, il gardait quelques pièces de rechange qu'il avait mises de côté. C'étaient des pièces qu'il avait achetées pour sa propre voiture mais qu'il n'avait jamais utilisées. Il prit ce dont il avait besoin et retourna dehors sous la pluie qui tombait maintenant plus légèrement. Il travailla sur le moteur de la Citroën pendant plus d'1 heure. C'était pas une réparation parfaite, mais c'était suffisant pour permettre à la voiture de fonctionner encore un peu. Il remplaça un joint endommagé, répara le tuyau du radiateur qui fuyait, ajouta du liquide de refroidissement qui prit de sa réserve personnelle. Ses mains se déplaçaient avec assurance, même si la pluie continuait de lui mouiller le dos. Il ne pensait pas au froid, il ne pensait pas au fait qu'il était déjà bien au-delà de ses heures de travail, il ne pensait qu'à cette dame âgée qui avait besoin d'aide. Quand il eut fini, ses vêtements étaient complètement trempés, il avait les mains sales d'huile, mais le moteur tournait. Pas parfaitement, mais il tournait. Il entra dans le garage et trouva Madeleine toujours assise, les mains jointes sur ses genoux, les yeux fixés sur la porte. Quand elle le vit, elle se leva immédiatement. « Alors ?» demanda-t-elle d'une voix pleine d'espoir. « J'ai réglé le problème, Madame Madeleine, » dit Alain en souriant. « Ce n'est pas une réparation définitive, mais elle vous amènera là où vous devez aller.
Mais je vous en prie, conduisez doucement sans vous presser et dès que vous le pourrez, amenez la voiture chez un mécanicien pour une révision complète. Le visage de Madeleine s'illumina comme le soleil après la tempête. Vraiment? Oh, merci, merci mille fois. Les larmes étaient maintenant des larmes de joie. Combien je vous dois? J'ai ici, elle commença de nouveau à chercher de l'argent dans son sac, mais Alain arrêta sa main avec délicatesse. Rien, madame, vous ne me devez rien. Madeleine le regarda incrédule. Comment ça, rien? Mais vous avez travaillé, vous avez utilisé des pièces. J'ai utilisé mes propres pièces, expliqua Alain. Et le travail? Eh bien, ce fut un plaisir de vous aider. Allez rejoindre votre famille, c'est ce qui compte. Mais je ne peux pas accepter, insista Madeleine, la voix brisée par l'émotion. Alain secoua la tête avec un sourire. Madame Madeleine, ma mère avait votre âge. Si elle s'était retrouvée en difficulté sur la route, j'aurais espéré que quelqu'un l'aide. C'est tout. Madeleine resta silencieuse un instant, puis s'approcha et prit les mains sales d'Alain entre les siennes. Vous êtes un homme bon, dit-elle d'une voix ferme, le regardant dans les yeux. Vraiment bon. Que Dieu vous bénisse. Alain, le monde a besoin de gens comme vous. Alain sentit une chaleur dans sa poitrine. Il n'était pas habitué aux compliments, il faisait simplement ce qu'il jugeait juste. Il raccompagna Madeleine jusqu'à sa voiture. La pluie avait presque cessé, il l'aida à monter et attendit qu'elle démarre le moteur. La voiture toussa une ou deux fois, mais finit par démarrer. « N'oubliez pas, dit Alain à travers la vitre, doucement, sans vous presser. Je le ferai, promit Madeleine. Et Alain, merci, merci, vraiment. » La voiture s'éloigna lentement dans la soirée humide de Lyon. Alain resta à la regarder jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent au coin de la rue. Il ne pouvait pas savoir que cette femme, cette simple dame âgée qu'il avait aidée, croiserait bientôt à nouveau son chemin. Et quand cela arriverait, plus rien ne serait comme avant. Le lendemain commença comme un jour normal. Alain arriva au garage avec son sourire habituel, salua ses collègues et se prépara pour une autre journée de travail. La pluie de la veille n'était plus qu'un souvenir. Le soleil brillait sur Lyon, mais quelque chose dans l'air était différent. Stéphane le regarda avec une expression étrange quand il entra. Marc, le jeune apprenti, baissa les yeux. Il y avait un silence lourd qu'Alain ne parvenait pas à comprendre. « Tout va bien, les gars ?» demanda-t-il en suspendant sa veste. Avant que quiconque puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit avec force. Gérard Lefebvre en sortit comme une tempête. Le gérant avait 45 ans, toujours impeccablement vêtu de son costume sombre et de sa cravate parfaitement nouée. C'était un homme qui aimait le pouvoir et le montrait dans chacun de ses gestes. « Du bois !» cria-t-il à travers l'atelier. « Dans mon bureau, maintenant !» Le ton ne laissait aucune place à la discussion. Alain sentit son cœur battre plus fort. Que s'était-il passé? Il suivit Gérard dans le bureau, mais le gérant s'arrêta sur le seuil. « Non, dit Gérard avec un sourire froid. Ici dehors, je veux que tout le monde entende. » Alain sortit du bureau, confus. Tous les mécaniciens avaient cessé de travailler et regardaient. L'atmosphère était tendue comme une corde de violon. Gérard croisa les bras et fixa Alain avec des yeux durs. « Hier soir, tu es resté ici après l'heure de fermeture, n'est-ce pas? »« Oui, monsieur Lefebvre, il y avait une urgence, une dame âgée. »« Tais-toi, l'interrompit Gérard en haussant la voix. Je me fiche de savoir qui c'était. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ?» Alain essaya de garder son calme. « J'ai aidé une personne en difficulté. Sa voiture était... »« Tu as utilisé des pièces de ce garage, » hurla Gérard. Son visage devenait rouge. « Tu as travaillé sans autorisation et tu n'as pas fait payer la cliente. J'ai utilisé mes propres pièces, » expliqua Alain d'une voix calme, « celles que je garde dans mon casier. »« Je n'ai rien touché de menteur, » cracha Gérard. « J'ai vu les enregistrements des caméras de sécurité, je t'ai vu prendre du liquide de refroidissement de notre entrepôt. » Alain se sentit glacé, il avait raison, il avait pris une bouteille de liquide parce que la sienne était finie. C'était une chose qui valait quelques euros. « Vous avez raison, monsieur Lefebvre, j'ai pris une bouteille de liquide, mais je peux la payer. Il n'y a pas de problème. »« Ce n'est pas une question d'argent, » cria Gérard en s'approchant d'Alain. « C'est une question de respect, de règles. Pour qui te prends-tu » Les autres mécaniciens regardaient en silence. Certains avaient les yeux baissés, embarrassés, d'autres semblaient désolés pour Alain. Monsieur Lefebvre tenta de dire Alain en gardant une voix ferme. « Je comprends que j'ai eu tort de ne pas demander la permission, mais cette dame avait besoin d'aide. Elle était âgée, seule, sous la pluie. Et ça te donne le droit de décider tout seul ?» Gérard était maintenant à quelques centimètres de lui. C'est une entreprise sérieuse. C'est pas une œuvre de charité. Ce n'est pas un endroit où l'on donne de l'argent et des pièces à ceux qui passent dans la rue. Alain serra les poings, mais les garda le long de son corps. Il ne réagirait pas à la provocation. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Lefebvre, je n'ai pas donné l'argent de l'entreprise, j'ai seulement
Tu as seulement fait ce que tu voulais ?» hurla Gérard, sans demander, sans permission, comme si ce garage t'appartenait. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tout le monde retenait son souffle. Gérard se tourna vers les autres mécaniciens. Voilà ce qui arrive quand quelqu'un pense être plus important que les règles, quand quelqu'un pense pouvoir faire comme bon lui semble. Puis il se retourna vers Alain, ses yeux étaient remplis de colère et d'autres choses, peut être du plaisir, le plaisir d'avoir du pouvoir sur quelqu'un. « Tu te prends pour un héros, Dubois ?» dit-il d'une voix basse et dangereuse. « Tu penses être spécial parce que tu es gentil avec une vieille dame ?» Alain ne répondit pas. Il savait que tout ce qu'il dirait ne ferait qu'empirer la situation. Gérard sourit. Un sourire qui n'avait rien d'humain. « Bien, je vais te montrer ce qui arrive au héros ici. » Gérard marcha lentement autour d'Alain, comme un prédateur tournant autour de sa proie. Chaque pas résonnait dans le silence du garage. Personne n'osait bouger. « Tu sais quel est ton problème, Dubois ?» dit Gérard d'une voix tranchante. « Tu penses être meilleur que nous. Tu penses que tes bonnes actions te rendent spécial. » Alain leva les yeux. « Je n'ai jamais pensé être meilleur que quiconque, monsieur Lefebvre. J'ai seulement fait ce qui me semblait juste. » Juste, ricana amèrement Gérard, ce qui serait juste, ce serait de suivre les règles. Ce qui serait juste, ce serait de respecter celui qui commande. Mais toi, non. Tu es trop occupé à jouer les saints. Les mots frappaient Alain comme des gifles. Il sentait les yeux de ses collègues sur lui. Il voyait Stéphane secouer la tête, désolé. Marc, le jeune apprenti, avait les yeux brillants. 12 ans, continua Gérard en haussant la voix. 12 ans que tu travailles ici et tu n'as toujours pas compris comment les choses fonctionnent. C'est une entreprise, pas une église. Il s'approcha encore plus près d'Alain, au point qu'il pouvait sentir son souffle. Tu travailles pour moi. C'est moi qui décide ce qu'on fait et ce qu'on fait pas. C'est moi qui décide qui on aide et qui on n'aide pas. Moi, pas toi. Alain sentit la colère monter en lui, mais il la contint. Il ne donnerait pas à Gérard la satisfaction de le voir perdre le contrôle. Il respira profondément. « Vous avez raison, monsieur Lefebvre, dit-il d'une voix ferme, mais respectueuse. J'aurais dû demander la permission. Je m'en excuse, mais je ne regrette pas d'avoir aidé cette dame. » Le visage de Gérard devint encore plus rouge. Il ne s'attendait pas à cette réponse. Le calme d'Alain l'irritait plus que n'importe quelle protestation. « Tu ne regrettes pas !» cria-t-il. « Tu ne regrettes pas d'avoir volé cette entreprise ?» « Je n'ai pas volé, » dit Alain, la voix toujours calme mais plus forte. J'ai pris une bouteille de liquide qui vaut 3 € une bouteille et je suis prêt à la payer. Mais je n'ai pas volé. Tu élèves la voix contre moi ? Gérard était hors de lui. Maintenant, tu oses me contredire ? Je dis seulement la vérité, répondit Alain en le regardant dans les yeux. Ce moment sembla durer une éternité. 2 hommes se fixant, l'un avec le pouvoir de sa position, l'autre avec le pouvoir de sa dignité. Gérard pointa son doigt sur la poitrine d'Alain. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un mécanicien, un parmi tant d'autres remplaçables. Tu crois que ce garage ne peut pas fonctionner sans toi ? Alain ne répondit pas. Chaque mot était comme un clou planté dans son orgueil, mais il ne céderait pas. « Regarde tes collègues !» ordonna Gérard. « Regarde-les !» Alain se tourna lentement, il vit Stéphane baisser le regard, il vit Marc s'essuyer les yeux, il vit les autres mécaniciens immobiles, impuissants. « Eux, ils savent comment le monde fonctionne, » dit Gérard. « Eux, ils respectent les règles. Eux, ils savent rester à leur place. Mais toi, non, tu dois toujours n'en faire qu'à ta tête. » Il s'éloigna de quelques pas, les mains derrière le dos, comme un général inspectant ses troupes. « Tu sais ce qu'un comportement comme le tien enseigne ?» continua-t-il. Il enseigne qu'il est acceptable de ne pas respecter l'autorité. Il enseigne que chacun peut faire ce qu'il veut. Et ça, dans une entreprise, c'est du poison. Alain sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas de la colère ni de la peur, c'était de la tristesse. La tristesse d'avoir consacré 12 ans de sa vie à un endroit où la gentillesse était considérée comme un crime. « J'ai une famille, monsieur Lefebvre, dit Alain, la voix enfin tremblante. J'ai un fils, j'ai des responsabilités. J'ai toujours travaillé honnêtement. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même et ça devrait me faire changer d'avis ?» l'interrompit Gérard. « Tout le monde ici a une famille, tout le monde a des responsabilités, mais seul toi as décidé d'être désobéissant. » Il fit une pause, savourant l'instant. « Et maintenant, dit-il lentement, en savourant chaque mot, tu vas payer les conséquences de tes actes. » Le cœur d'Alain s'arrêta de battre une seconde, il savait ce qui allait arriver. Il le voyait dans les yeux de Gérard, il le sentait dans l'air lourd du garage. La tempête était sur le point de s'abattre sur lui et il n'y avait aucun endroit où s'abriter. Gérard Lefebvre s'arrêta devant Alain. Un mince sourire traversa son visage. C'était le sourire de celui qui s'apprêtait à porter le coup de grâce.
Alain Dubois, dit-il d'une voix haute et claire pour que tout le monde entende. Vous êtes renvoyé. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau. Le silence qui suivit fut total, personne ne respirait. Alain sentit le monde s'arrêter un instant. Il avait imaginé que cela pourrait arriver, mais l'entendre dire à voix haute était complètement différent. C'était réel, c'était définitif. Quoi ? Murmura-t-il, la voix à peine un souffle. Vous avez bien entendu, dit Gérard avec une satisfaction évidente. Vous êtes renvoyé, avec effet immédiat, comme disent les Américains. Prenez vos affaires et partez. Mais, monsieur Lefebvre, Alain essaya de garder une voix ferme. 12 ans de travail, une bouteille de liquide, ce ne peut pas être la raison. La raison, c'est votre désobéissance, cria Gérard. La raison, c'est que vous ne respectez pas l'autorité. La raison, c'est que vous pensez pouvoir faire ce que vous voulez. Alain sentit ses jambes trembler. Il pensa à sa femme Julie, il pensa à son fils qui avait besoin de nouvelles chaussures, il pensa au loyer qu'il devait payer dans 2 semaines, il pensa à tout ce que cette décision signifiait. « S'il vous plaît », dit-il, et ce mot lui coûta toute sa dignité. « J'ai une famille, j'ai besoin de ce travail. » « Il fallait y penser avant, » répondit Gérard sans une once de pitié. « Les actions ont des conséquences, Dubois, et voici la tienne. » Stéphane fit un pas en avant. « Monsieur Lefebvre, c'est peu être un peu sévère. Alain est un excellent travailleur. »« Tu veux subir le même sort ?» l'interrompit Gérard en se tournant vers lui. « Non, alors tais-toi et retourne au travail. » Stéphane s'arrêta, le visage plein de honte et d'impuissance. Il voulait aider, mais il avait lui aussi une famille à nourrir. Alain regarda ses collègues un par un. Marc avait les larmes qui coulaient sur ses joues. Les autres avaient les yeux baissés, incapables de soutenir son regard. Ce n'était pas leur faute. Alain le comprenait, ils avaient peur, et la peur rend les gens silencieux. « Alors, dit Gérard avec impatience, qu'est-ce que tu attends ? Va chercher tes affaires. » Alain hocha lentement la tête et se dirigea vers son casier d'un pas lourd. Chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Il ouvrit la porte métallique et regarda à l'intérieur, son bleu de travail de rechange, ses outils personnels, une photo de sa femme et de son fils collée avec du ruban adhésif. Il prit la photo avec des mains tremblantes, la regarda un long moment. Comment pourrait-il regarder son fils dans les yeux et lui dire que papa avait perdu son travail ? Il mit tout dans un vieux sac en toile. Les outils faisaient du bruit alors qu'il les rangeait. Ce son remplissait le silence du garage mieux que n'importe quel mot. Quand il eut fini, il ferma son casier pour la dernière fois. Le déclic de la serrure sembla final, définitif. Il se retourna et vit Marc s'approcher timidement. Le jeune homme lui tendit la main. « Merci pour tout ce que tu m'as appris, Alain, dit-il, la voix brisée par l'émotion. Je ne t'oublierai jamais. » Alain serra cette jeune main. « Continue d'apprendre, mon garçon. Et souviens-toi, fais toujours ce qui est juste, même quand c'est difficile. » Stéphane s'approcha aussi. Les autres mécaniciens, un par un, vinrent lui serrer la main ou lui donner une tape sur l'épaule. Personne ne parlait beaucoup, mais leurs yeux disaient tout. « Spectacle touchant, dit Gérard avec sarcasme, mais ça suffit maintenant. Dubois sort de ce garage et ne revient plus jamais. » Alain se dirigea vers la porte, son sac sur l'épaule. Il passa devant Gérard sans le regarder. Il ne lui donnerait pas la satisfaction de voir sa colère ou sa douleur. Sur le seuil, il s'arrêta un instant, regarda en arrière vers le garage où il avait passé 12 ans de sa vie. 12 ans de travail honnête, de mains sales d'huile, de problèmes résolus, de clients satisfaits. Tout ça finit pour une bouteille de liquide et un geste de gentillesse. Il sortit dans la lumière du soleil de Lyon. La porte se referma derrière lui avec un bruit sourd. Alain Dubois était au chômage et il n'avait aucune idée de comment il allait affronter ce qui l'attendait. Alain ouvrit la porte du petit appartement avec les mains tremblantes. Il était 15 heures. Julie, sa femme, le regarda surprise depuis la cuisine. « Alain, pourquoi es-tu à la maison si tôt ?» Il ne dit rien pendant un instant, posa son sac par terre et s'assit sur le canapé. Julie comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle s'assit à côté de lui et lui prit la main. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Ils m'ont licencié, dit Alain, les mots lourds comme des pierres. Le silence qui suivit fut douloureux. Julie serra sa main plus fort. « Pourquoi ?» Alain lui raconta tout, la dame âgée, la réparation, Gérard, l'humiliation. En parlant, il sentait de nouveau ce poids sur sa poitrine. Julie écoutait sans l'interrompre, les yeux brillants. « Tu as fait ce qu'il fallait, dit-elle à la fin, tu as aidé une personne en difficulté. Tu n'as pas à avoir honte. Mais comment allons-nous faire ?» demanda Alain, la voix brisée. « Le loyer, les factures, la nourriture, on trouvera un moyen, dit Julie en le serrant fort dans ses bras, ensemble, comme nous l'avons toujours fait. » Mais les mots ne pouvaient cacher la peur qu'ils ressentaient tous les deux. Les jours suivants furent les plus difficiles de la vie d'Alain.
Chaque matin, il se réveillait tôt comme s'il devait encore aller travailler. Il s'habillait, prenait son café, puis sortait chercher du travail. Il visita tous les garages de Lyon, mais la nouvelle de son licenciement s'était répandue rapidement. Les rumeurs couraient vite dans le petit monde des mécaniciens. « Je suis désolé, Alain », lui dit le propriétaire d'un garage près de la gare. « Tu es un bon mécanicien, tout le monde le sait, mais je ne peux pas me permettre d'avoir des problèmes avec d'autres employeurs, tu comprends ?» Alain comprenait. Il ne comprenait que trop bien. Dans un autre garage, le gérant fut direct. « J'ai entendu dire que tu as eu des problèmes avec Gérard Lefebvre. C'est une personne influente. Je ne veux pas d'ennui. » Chaque refus était comme un coup de poing dans l'estomac. Alain rentrait chez lui chaque soir plus fatigué, plus découragé, mais n'abandonnait pas. Il commença à faire de petits boulots au noir. Un voisin avait besoin d'aide avec sa moto. Un ami connaissait quelqu'un qui cherchait un mécanicien pour quelques heures. Alain acceptait tout. Il n'y avait pas de travail trop petit ou trop humble. Un soir, alors qu'il réparait le scooter d'un jeune dans la rue, son fils passa par là en rentrant de l'école. Il s'arrêta pour regarder son père à genoux sur le trottoir, les mains sales de graisse, sans garage, sans dignité apparente. « Papa !» dit l'enfant d'une petite voix. Alain leva les yeux et vit les yeux de son fils. Il vit la question qu'il n'osait pas poser, vit l'inquiétude sur ce jeune visage. « Salut champion !» dit Alain en souriant. « Comment s'est passée l'école ?»« Bien !» répondit l'enfant. « Papa, quand est-ce que tu retournes travailler au garage ?» Alain sentit son cœur se briser. « Bientôt, mon amour, bientôt. » C'était un mensonge. Mais comment pouvait-il dire la vérité à son fils? Les nuits étaient les pires. Alain restait éveillé à côté de Julie qui dormait, fixant le plafond. Les pensées le tourmentaient. Peut être qu'il avait eu tort. Peut être qu'il aurait dû penser à sa famille d'abord. Peut être que Gérard avait raison. Mais ensuite, il pensait aux yeux de Madeleine, à son sourire quand la voiture avait redémarré, à sa bénédiction. Non, il ne regrettait pas de l'avoir aidé. Il ne pouvait pas regretter d'avoir fait ce qui était juste, même si cette juste action lui avait tout coûté. Une semaine passa, puis deux. Le réfrigérateur se vidait, les factures s'accumulaient. Alain vendit certains de ses outils pour payer le loyer. Chaque pièce vendue était comme perdre un ami. Julie avait trouvé quelques heures de travail supplémentaires en faisant des ménages. Elle aussi rentrait épuisée. Mais elle ne se plaignait jamais. Il formait une équipe. Il avait toujours été. « Tout ira bien », disait-elle chaque soir. « Tout ira bien », répétait Alain en essayant d'y croire. Mais au fond de son cœur, il sentait le désespoir grandir, comme une ombre qui le suivait partout où il allait. Il était au plus bas, fatigué, découragé, presque sans espoir. Il ne pouvait pas savoir qu'à ce moment précis, à quelques kilomètres de là, quelqu'un pensait à lui. Quelqu'un qui ne l'avait pas oublié, quelqu'un qui était sur le point de tout changer. C'était un lundi matin au garage de l'Étoile. Gérard Lefebvre se pavanait parmi les mécaniciens avec son attitude autoritaire habituelle, contrôlant le travail de chacun, trouvant toujours quelque chose à critiquer. Depuis qu'il avait licencié Alain, il se sentait encore plus puissant. Il avait montré à tous qui commandaient. Personne n'oserait plus le défier. Stéphane travaillait sur une Renault quand il entendit un bruit à l'extérieur, le son d'une voiture qui s'arrêtait. Il leva les yeux et vit une Mercedes noire se garer juste devant le garage. C'était pas une voiture quelconque, elle était élégante, bien entretenue, mais pas excessivement luxueuse. C'était la voiture de quelqu'un d'important, mais de discret. « C'est qui ?» murmura Marc, le jeune apprenti, en regardant à travers la vitre. La portière de la voiture s'ouvrit et un homme d'environ 50 ans en descendit. Il portait un costume gris foncé, simple mais de très bonne qualité. Il avait les cheveux poivre et sel soigneusement coiffés et une expression sérieuse sur le visage. Stéphane sentit son cœur s'accélérer. Il connaissait cet homme. Tout le monde au garage le connaissait, même si peu l'avaient jamais vu en personne. C'était Jean-Luc Beaumont, le véritable propriétaire du garage de l'Étoile. « Mon Dieu !» souffla Stéphane. « C'est le patron. » Gérard, qui vérifiait une facture dans son bureau, leva les yeux quand il entendit le brouhaha soudain. Il sortit et vit Jean-Luc Beaumont s'approcher de la porte du garage. Son visage pâlit. Jean-Luc Beaumont vivait à Paris et venait rarement à Lyon. Il avait laissé la gestion quotidienne du garage à Gérard. Ses visites étaient toujours annoncées des semaines à l'avance. Celle-ci était complètement inattendue, mais ce n'était pas cela qui faisait trembler Gérard. C'était la personne qui descendait du côté passager de la voiture, Madeleine. La dame âgée qu'Alain avait aidé marcher aux côtés de Jean-Luc Beaumont, s'accrochant à son bras. Elle portait un élégant manteau beige et marchait d'un pas lent mais digne. Gérard sentit sa bouche s'assécher. Son cœur martelait sa poitrine. Non, ça ne pouvait pas être cette femme. Que faisait-elle ici et pourquoi était-elle avec Jean-Luc Beaumont? Jean-Luc entra dans le garage avec Madeleine à ses côtés. Tous les mécaniciens s'étaient arrêtés pour regarder. Le silence était total.
Bonjour, dit Jean-Luc d'une voix calme mais autoritaire. Je voudrais que tous les employés se rassemblent ici immédiatement. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Gérard se précipita vers lui, essayant de cacher sa panique. « Monsieur Beaumont, quel plaisir de vous voir. Je ne savais pas que vous viendriez aujourd'hui. Si vous aviez appelé, j'aurais préparé. Ce n'était pas nécessaire, l'interrompit Jean-Luc d'un ton froid. C'est une visite impromptue. » Ses yeux se posèrent sur Gérard un long moment. Il y avait quelque chose dans ce regard qui faisait peur. C'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus profond, c'était de la déception. Tous les mécaniciens se rassemblèrent en demi-cercle. Stéphane, le jeune Marc et les 6 autres ouvriers du garage, tout nerveux, tout silencieux. Madeleine regardait attentivement autour d'elle, comme si elle cherchait quelqu'un. Ses yeux s'arrêtèrent sur Stéphane. « Excusez-moi », dit-elle d'une voix douce. Il y avait un mécanicien qui travaillait ici, il s'appelait Alain Dubois. Est-il là aujourd'hui? Stéphane baissa le regard, embarrassé. « Non, madame. » Alain ne travaille plus ici. « Il ne travaille plus ici ?» répéta Jean-Luc Beaumont en tournant son regard vers Gérard. « Et pourquoi donc ?» Gérard essaya de garder son calme. Il a été licencié, monsieur Beaumont, pour des motifs disciplinaires. Motifs disciplinaires, répéta Jean-Luc lentement, intéressant. Et quand est-ce que c'est arrivé? Il y a 2 semaines à peu près. Il y a 2 semaines, dit Madeleine, et dans sa voix, il y avait quelque chose qui faisait trembler. Juste après qu'il m'a aidé, Gérard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Jean-Luc Beaumont regarda sa mère, puis se retourna pour fixer Gérard. « Je crois que nous devons parler, et je crois que tout le monde doit écouter. » Il se tourna vers les mécaniciens. « Cette femme est ma mère, Madeleine Beaumont, et elle a quelque chose à vous raconter. » Le silence qui suivit était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Gérard Lefebvre comprit à cet instant que sa vie était sur le point de changer, et pas pour le meilleur. La vérité était sur le point d'éclater et il n'y avait plus aucun endroit où se cacher. Jean-Luc Beaumont conduisit sa mère Madeleine vers le centre de l'atelier. Tous les yeux étaient tournés vers eux. L'air était si tendu que personne n'osait bouger. « Maman, dit Jean-Luc d'une voix douce, raconte à tout le monde ce qui s'est passé il y a 2 semaines. » Madeleine hocha la tête. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était ferme. « Je venais rendre visite à mon fils, commença-t-elle. C'était son anniversaire et je voulais lui faire une surprise. Mais ma vieille voiture est tombée en panne, juste ici, devant, sous la pluie. J'étais seule, effrayée, et je ne savais pas quoi faire. » Elle s'arrêta un instant, les yeux brillants au souvenir de ce moment. Puis, un homme est sorti de ce garage. Il ne me connaissait pas, il ne savait pas qui j'étais, mais il est venu vers moi avec un parapluie, il m'a aidé à sortir de la voiture, il m'a mise au chaud à l'intérieur. Stéphane et les autres mécaniciens écoutaient en silence, certains les larmes aux yeux. Ils savaient déjà qui était cet homme. Il s'appelait Alain, continua Madeleine. Alain Dubois. Il a regardé ma voiture et m'a dit que le problème était grave, qu'il faudrait des jours pour la réparer. Mais je devais rejoindre mon fils, c'était important pour moi. Sa voix se brisa légèrement. Et vous savez ce que cet homme a fait? Il a travaillé après ses heures, il a utilisé ses propres pièces, il a réparé la voiture, juste assez pour que j'arrive à destination. Et quand je lui ai demandé combien je lui devais, il m'a dit rien, rien du tout. Jean-Luc Beaumont avait les yeux fixés sur Gérard, qui devenait de plus en plus pâle. « Grâce à Alain, dit Madeleine, je suis arrivée à temps pour embrasser mon fils le jour de son anniversaire. C'était le plus beau cadeau que je pouvais recevoir. » Elle essuya une larme. J'ai tout raconté à Jean-Luc. Je lui ai parlé de ce mécanicien merveilleux, cet homme bon qui avait aidé une vieille dame sans rien demander en retour. Jean-Luc prit la parole, la voix dure comme l'acier. « Et vous savez ce que j'ai découvert quand je suis venue remercier personnellement Alain Dubois ?» Il regarda directement Gérard. J'ai découvert qu'il avait été licencié, j'ai demandé pourquoi, on m'a envoyé les enregistrements des caméras de sécurité, il fit une pause, laissant ses mots peser dans l'air. J'ai tout vu, Lefebvre. J'ai vu comment vous avez traité un homme honnête, j'ai vu comment vous l'avez humilié devant ses collègues, j'ai vu comment vous avez détruit sa dignité. Gérard ouvrit la bouche pour parler, mais Jean-Luc leva la main. J'ai aussi vérifié les documents. Alain a pris une bouteille de liquide de refroidissement d'une valeur de 3 €. 3 €. Et vous l'avez renvoyé pour ça, un homme qui a travaillé ici pendant 12 ans, un homme qui a tout donné à ce garage. La voix de Jean-Luc s'éleva. Pendant que vous, Lefebvre, j'ai découvert que ces 2 dernières années, vous avez gonflé les dépenses, vous avez fait payer aux clients des travaux non nécessaires, vous avez gardé une partie des bénéfices pour vous. Gérard devint livide. Je peux expliquer, il n'y a rien à expliquer, dit Jean-Luc fermement. J'ai tous les documents, j'ai parlé aux clients, j'ai tout vérifié. Il se tourna vers les mécaniciens.
Alain Dubois a perdu son travail pour avoir fait ce qui était juste, pour avoir aidé ma mère, pour avoir montré de la gentillesse et de l'humanité. Puis se retourna vers Gérard, les yeux pleins de mépris. Vous, en revanche, vous avez abusé de votre position, vous avez maltraité vos employés, vous avez volé cette entreprise et nos clients. Le silence était absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber. Gérard Lefebvre, dit Jean-Luc d'une voix solennelle, vous êtes renvoyé. Immédiatement, prenez vos affaires et partez. Et considérez-vous chanceux si je n'appelle pas la police pour ce que vous avez fait. Gérard resta immobile un instant comme s'il ne pouvait pas croire ce qui se passait. Son monde s'effondrait sous ses yeux. « Mais je, balbutia-t-il. »« Dehors, dit Jean-Luc. »« Maintenant. » Gérard regarda les mécaniciens autour de lui. Personne ne le regardait dans les yeux, personne ne le défendrait. Pas après ce qu'il avait fait à Alain. D'un pas incertain, il se dirigea vers son bureau pour prendre ses affaires. La justice avait enfin été rendue, mais il y avait encore une chose importante à faire. Jean-Luc se tourna vers Stéphane. « Où est Alain Dubois maintenant? Quelqu'un le sait ?» Stéphane prit son téléphone avec des mains tremblantes. « Je peux l'appeler Monsieur Beaumont, j'ai son numéro. »« Faites-le, dit Jean-Luc. Dites-lui de venir ici immédiatement, c'est urgent. » 20 minutes plus tard, Alain Dubois arriva au garage de l'Étoile. Son cœur battait la chamade. Stéphane l'avait appelé en disant seulement qu'il devait venir tout de suite, que c'était important. Alain craignait le pire. Quand il entra, il vit tous les mécaniciens réunis, il vit un homme élégant qu'il ne connaissait pas et il la vit, elle. Madeleine, la dame âgée qui l'avait aidée. Madame Madeleine, dit Alain, confus. Qu'est-ce qui se passe? Jean-Luc Beaumont s'approcha, la main tendue. Alain Dubois, enfin. Je m'appelle Jean-Luc Beaumont, je suis le propriétaire de ce garage et voici ma mère. Alain serra cette main encore plus confus. Votre mère. Oui, dit Jean-Luc en souriant. La femme que vous avez aidée il y a 2 semaines est ma mère, elle m'a tout raconté. Ce que vous avez fait pour elle, comment vous l'avez traitée avec gentillesse et respect. Comment vous avez travaillé après vos heures pour l'aider. Alain regarda Madeleine qui souriait avec les yeux brillants. J'ai aussi découvert, continua Jean-Luc, comment vous avez été traité ici. Comment vous avez été licencié pour avoir fait ce qui était juste. Et cela n'est pas acceptable. Alain sentit ses jambes trembler. Je n'ai fait que mon devoir. Exactement, dit Jean-Luc. Vous avez fait votre devoir. Vous avez montré de l'humanité, de la gentillesse, de l'honnêteté, les qualités que je veux dans ce garage. Il fit une pause, regardant Alain dans les yeux. Gérard Lefebvre ne travaille plus ici. Il a été licencié pour abus de pouvoir et pour d'autres raisons très sérieuses. Alain ne savait pas quoi dire. Tout se passait trop vite. Alain, dit Jean-Luc d'une voix ferme, je voudrais vous offrir le poste de responsable de cet atelier. Avec un salaire juste, avec le respect que vous méritez et avec la liberté de gérer les choses comme vous le jugez bon. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Alain regarda Madeleine qui hochait la tête pour l'encourager. Il regarda ses anciens collègues qui souriaient les larmes aux yeux. Il regarda Jean-Luc Beaumont. Je ne sais pas quoi dire, murmura Alain, la voix brisée par l'émotion. Madeleine s'approcha et prit ses mains. Dites oui, mon garçon. Les gens comme vous méritent d'être valorisés, pas punis. Alain sentit les larmes couler sur ses joues. Il pensa à sa femme Julie, il pensa à son fils, il pensa à toutes les nuits blanches, à toutes les inquiétudes, à toute la peur. « J'accepte, dit-il enfin, j'accepte avec gratitude. » Le garage explosa en applaudissements. Stéphane fut le premier à le serrer dans ses bras, suivi du jeune Marc et de tous les autres collègues. Ils étaient heureux, ils étaient soulagés. La justice était faite. Madeleine serra fort Alain dans ses bras. « Merci, murmura-t-elle. Merci de m'avoir aidé ce jour-là. Et merci d'être la personne que vous êtes. » 2 semaines plus tard, Alain Dubois commença sa première journée en tant que responsable du garage de l'Étoile. Il portait le même bleu de travail, il avait les mêmes mains honnêtes, le même cœur bienveillant. Mais maintenant, il avait aussi quelque chose de nouveau. La dignité reconnue, le respect gagné et la certitude que faire ce qui est juste, même quand cela coûte cher, finit toujours par être récompensé. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Alain serra sa femme et son fils dans ses bras. « Tout ira bien », dit-il en souriant. Et cette fois, il le dit en sachant que c'était vrai. Cette histoire vous a touché au cœur? Alors j'ai une petite faveur à vous demander. Cliquez sur le pouce en l'air. Ce j'aime signifie tellement pour nous. Et surtout, laissez un commentaire. Dites-moi ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Vos mots nous donnent la force de créer plus d'histoires émouvantes comme celle-ci. Chaque j'aime, chaque commentaire nous aide à aller de l'avant, à raconter plus d'histoires d'espoir, de force, d'amour qui triomphe de tout. Du fond du cœur, merci d'avoir écouté cette histoire, merci d'être là. On se voit à la prochaine histoire.